l'entretien des patriotes, bonjour à tous. Biden postula 200 milliards pour la guerre, rien pour la paix. Ces Young leaders ne sont-ils pas des dangers pour le monde? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous savez que les nouvelles sont tragiques, je voulais néanmoins remercier tous ceux qui permettent à la réinformation de survivre. Pour mon cas, c'est le financement à l'aide des merci rémunérateurs et aujourd'hui sont à l'honneur Cathy, Patrick Spillman et Gérard Blanchon. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier chaleureusement pour les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Certes, hier j'ai fini tard ma vidéo donc je n'ai pas pu dialoguer avec vous. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui si j'arrive à tourner dans de bonnes conditions. On va commencer par la nouvelle qui me semble la plus importante. ONU, la résolution russe de cessez-le-feu à Gaza bloquée par les Occidentaux. Alors que la Russie a proposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour parvenir à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et obtenir la libération de tous les otages, la France, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis ont rejeté la proposition. Lorsqu'on connaît les développements des dernières heures, on mesure la responsabilité des Occidentaux dans ce qui vient de se passer. On va revenir donc sur cette résolution face à la situation dans l'enclave gazaoui. La Russie a proposé le 16 octobre au Conseil de sécurité de l'ONU une proposition de cessez-le-feu humanitaire. Un projet rejeté par le Conseil avec notamment l'opposition de la France, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, comme je viens de vous le dire. La résolution russe a été soutenue par la Chine, le Gabon, le Mozambique et les Émirats arabes unis. 6 pays se sont abstenus, l'Albanie, le Brésil, l'Équateur, le Ghana, Malte et la Suisse. Pour qu'une résolution onusienne soit adoptée, il faut qu'elle recueille 9 votes favorables et aucun veto de la part des membres des 5 membres permanents Russie, Chine, France, États-Unis, Royaume-Uni. La résolution portée par l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, prévoyait notamment un cessez-le-feu humanitaire, la libération de tous les otages et l'accès à la sécurité à tous les civils. Aujourd'hui, le monde entier attendait avec impatience que le Conseil de sécurité prenne des mesures pour mettre fin à l'effusion de sang. Mais les délégations des pays occidentaux ont essentiellement piétiné ces attentes, a fustigé le 16 octobre le diplomate russe. La diplomatie américaine a rétorqué en accusant faussement la Russie de couvrir un groupe terroriste qui brutalise des civils innocents. Elle fait référence au fait que la résolution russe n'aurait pas spécifiquement condamné l'attaque meurtrière du Hamas. Le texte condamnait la violence contre les civils et tous les actes de terrorisme, mais ne nommait pas le Hamas, relate le site d'actualité de l'ONU. Depuis le 7 octobre, la Russie entend suivre une approche équilibrée. Le 16 octobre, Vladimir Poutine s'est entretenu avec ses homologues syriens, jordaniens, iraniens, égyptiens, ainsi qu'avec le président de l'autorité palestinienne et le Premier ministre israélien. Quel est le seul homme qui peut parler à tous les partis? Eh bien, on l'a dit sur cette chaîne, c'est Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle notre ami Xavier. Peut-être un médiateur, pour être un médiateur dans une crise, il faut être neutre. Ce que les forces politiques en France ou américaines ne comprennent visiblement pas. Pour mémoire, le président russe Vladimir Poutine avait témoigné sa solidarité avec le peuple israélien quand il avait été touché par les attaques terroristes du Hamas. Il avait reconnu à Israël le droit de se défendre, mais en respectant le droit international. Quelques heures après l'échec de la résolution russe, le drame. Au moins 200 personnes ont été tuées mardi 17 octobre dans une frappe sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza. Selon le ministère de Santé du territoire palestinien, ce serait dû à un tir de l'armée israélienne et selon l'armée israélienne, elle accuse au contraire un tir de roquette manqué du djihad islamique. Une attaque contre une infrastructure civile ne respecte pas le droit international, a réagi le président du Conseil européen, Charles Michel. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonçant quant à lui un massacre et décrété un deuil national de 3 jours. Un terme également utilisé par le Qatar. L'OMS a pour sa part condamné fermement le raid sur l'hôpital, une frappe que la Ligue arabe qualifie de crime de guerre. Le président turc Erdogan a appelé à l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza. Vous savez que lorsqu'il y a un conflit, la première victime, c'est la vérité, propagande contre propagande.
Ceux qui défendent Israël accusent le djihad islamique et ceux qui défendent le Hamas accusent Israël. Il n'en reste pas moins que les témoins impartiaux, nombreux journalistes américains par ailleurs, et les journalistes de la réinformation s'interrogent sur le fait qu'une simple roquette puisse faire autant de dégâts sur un hôpital. Nous attendons des éclaircissements dans les heures qui viennent. Il n'en reste pas moins que si les pays occidentaux avaient soutenu la résolution du Conseil de sécurité proposée par la Russie, ce drame n'aurait pas eu lieu. Si les Occidentaux avaient fait pression sur les deux camps, ce drame n'aurait pas eu lieu. Il y a donc une responsabilité de la part des Occidentaux qui ont choisi leur camp au détriment de la paix, de la chance de la paix. Le Conseil des Nations Unies se réunit en urgence suite à l'attaque contre cet hôpital. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote mercredi sur une résolution et se réunit en urgence. À la demande de la Russie et des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi une réunion d'urgence après un tir meurtrier sur un hôpital à Gaza et se prononcera juste avant une résolution portée par le Brésil pour tenter de trouver une position commune sur la guerre entre Israël et le Hamas. La Russie et les Émirats arabes unis ont demandé la tenue d'une réunion publique urgente du Conseil de sécurité des Nations unies dans la matinée du 18 octobre en raison de la frappe sur l'hôpital de Gaza, a déclaré sur Telegram l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dimitri Polyansky. Cette réunion aura lieu mercredi à 14 h selon l'ONU. Pendant ce temps, le président américain entame une visite au Moyen-Orient que le journaliste du Figaro n'hésite pas à qualifier de périlleuse. En effet, suite aux événements sur l'hôpital, la Jordanie a décidé d'annuler le sommet entre Biden et Sisi à Amman. Le président de l'autorité palestinienne, lui, emboîte le pas. Mahmoud Abbas, le président de la Palestine, affirme qu'il ne rencontrera pas Joe Biden et que compte tenu du massacre qui a eu lieu ce soir, il décide de retourner en Cisjordanie et d'être avec son peuple. Il se trouve que la rencontre qui était organisée en Égypte vient d'être annulée. Et le président Abdallah II de Jordanie ajoute qu'il refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens de Gaza comme son monologue égyptien. Toute la région du Moyen-Orient est au bord du gouffre, a prévenu mardi le roi Abdallah II de Jordanie au 11e jour de la guerre entre Israël et le Hamas en exhortant à éviter une escalade. Mais hélas, la tension a encore augmenté d'un cran. De très nombreuses manifestations ont été organisées un peu partout dans le monde arabe qui dénoncent l'attitude d'Israël, des États-Unis et de la France. C'est au Liban qu'il y a eu le plus de heurts avec la police. Les manifestants libanais sont en colère contre les USA et le caniche Macron du fait de l'aide militaire qu'ils ont apportée à Israël selon eux. Ils ont marché sur les ambassades donc de France et des USA. Il y a eu des incendies qui ont été déclarés à proximité. Il faut reconnaître que la démarche du président Joe Biden est assez déséquilibrée puisqu'il ne parle que de soutien à Israël. Biden envisage une demande de financement de 100 milliards de dollars, incluant l'aide d'Israël et de l'Ukraine. Il y a donc essentiellement de l'argent pour la guerre et Joe Biden ne parle jamais de financement pour la paix. Cette attitude est d'autant plus sidérante lorsque l'on connaît la situation intérieure américaine. Les États-Unis font face à une crise majeure des opiacés. Il y a un délabrement général de leurs infrastructures, des ponts, des routes, et les Américains, pour la plupart d'entre eux, ont bien du mal à se soigner. Mais ils vont dépenser 100 milliards pour faire la guerre aux quatre coins du monde. Comme le dit si bien Donald Trump, sous l'escroc Joe Biden, c'est le danger, la mort et la destruction partout dans le monde. C'est un désastre, oui, un véritable désastre. Mais nous avons les mêmes à la maison, c'est là le problème. Incroyable, pas un seul parti politique français n'a voté contre la facilité pour l'Ukraine. Aujourd'hui, au Parlement européen, pas un seul, vote pourtant crucial. RN, abstention, même pas un vote contre, un boulevard pour que le texte passe. Aucun de leurs eurodéputés n'a voté contre. Or, cette facilité, c'est une proposition d'Ursula Scholz et Macron, 50 milliards d'euros donnés au régime de Zelensky entre 2024 et 2027, 10 milliards payés par la France et la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Zéro opposition en France, ne comptons que sur nous-mêmes. Combien ont-ils dépensé depuis 2 ans ? 100, 200, 300 milliards ?
Et nous, pauvres Européens, nous souffrons de tout. C'est ce que rappelle par ailleurs Thierry Mariani. Merci. 70 milliards d'euros en comptant l'aide militaire, c'est la somme que vous réclamez aujourd'hui pour l'Ukraine entre 2024 et 2027. Ces 70 milliards viennent s'ajouter aux 77 qui ont été déjà financés par l'Union européenne et les États membres depuis 2022. Vous avez même dit plus de 80 milliards, Monsieur le Commissaire. Et je ne parle même pas des 400 milliards évoqués pour la future reconstruction de l'Ukraine. De tels montants donnent le tournis à nos compatriotes, écrasés par l'inflation et l'élévation des taux d'intérêt. Mais ces sommes, nous les donnons, et vous le savez, sans contrepartie et sans sécurité suffisante, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne du 5 octobre dernier. Cette même Cour des comptes qui indique que le pouvoir d'achat du budget de l'Union européenne pourrait fondre de près de 10% en 2023 en raison de l'inflation et que la poursuite de l'aide financière de l'Union européenne à l'Ukraine aura pour effet de fragiliser les futurs budgets européens. Ces sommes, nous les donnons à une classe politique corrompue dans de multiples affaires de corruption, y compris au plus haut niveau avec le président. C'est la paix que les peuples européens rêvent de financer en Ukraine. Rien de plus, rien de moins. Merci à Thierry Mariani et on va rebondir sur Alexis Poulain. Autrefois, notre pays était une voix forte pour la paix, pour la justice, pour les libertés. La France comptait dans le concert désaccordé des nations. Sa voix était parfois celle des sans-voix. Les générations de young leaders sans culture et sans sens politique ou diplomatique ont fait de notre pays un minuscule territoire à la dérive, devenu traître aux yeux des anciens alliés, devenu ennemi lâche et hypocrite aux yeux des anciens esclaves. La propagande unique des faucons de Washington assure dorénavant le service après-vente de la guerre permanente. Non, les peuples ne veulent jamais la guerre, ils veulent la paix. Et depuis que cette génération a le pouvoir, nous vivons toujours les mêmes informations. Lorsque j'ai commencé ces entretiens, je me suis aperçu que c'est toujours le retour du même. Et c'est toujours les mêmes techniques de communication. Prenons par exemple la mort de Samuel Paty. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là, témoigne la sœur de Samuel Paty. Alors on ne peut pas dire que la mort de Samuel Paty n'ait servi à rien. Pensez au fonds Marianne. Cela a permis par exemple de traquer les opposants politiques à la Macronie et d'enrichir quelques-uns de leurs copains. Non, vous voyez que cela sert à quelque chose. Par contre, pour les enseignants, eh bien, c'est le retour du même. Dès le prochain, à Sérignan, un professeur menacé de mort par un lycéen de 17 ans qui avait déjà été sanctionné pour avoir écrit Al-Qaïda sur son carnet de correspondance à la place du nom de la classe. Et à chaque fois, vous avez un ministre qui nous explique qu'ils vont prendre des décisions, qu'ils seront impitoyables. Le seul problème, c'est que les Français n'ont pas bien compris dans impitoyable. C'est en deux mots. Ils sont pitoyables. Emmanuel Macron, c'est impitoyable en effet. Regardez un petit peu leur communication grotesque. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin annonce le doublement des effectifs à la frontière avec la Belgique. S'il n'y a que 12 policiers, cela fera 24 pour contrôler quand même une frontière bien large. Et le cercle Aristote le dit encore plus plaisamment que moi, la multiplication par 2 de 0 étant égale à 0, globalement pour ceux qui connaissent la frontière belge, tout cela n'est que la com habituelle de Darmanin. J'ai envie de dire que Darmanin, c'est véritablement la double peine. Dans un premier temps, nous subissons des drames et qui sont de plus en plus fréquents. Arrive Gérald Darmanin qui vient expliquer qu'il prend des mesures, qu'il agit et que les choses vont s'arrêter. Mais nous savons que ce ne sont que des mensonges, de la propagande, du détournement de regard. Et nous constatons un nouveau drame qui montre en effet que Gérald Darmanin a menti. C'est un cercle infernal. Et nous le savons depuis bien longtemps, la CEDH interdit l'expulsion de tout délinquant, interdit l'expulsion de terroristes même s'ils vont commettre des attentats. La sécurité des Français n'est plus du tout assurée. Et quelle va être la décision du chef de l'État pour lutter contre ce trop-plein de mafia, ce trop-plein de terroristes? Attention, vous êtes bien assis, eh bien, Emmanuel Macron a décidé d'en accueillir davantage. Macron annonce le plein soutien de la France à l'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne.
Non seulement le niveau de vie des Albanais est 3 fois inférieur à celui de la France, mais nous savons également qu'ils sont plus ou moins contrôlés par un système féodal de type mafieux. Les mafias albanaises sont assez championnes pour le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'organes, le trafic de prostitution, le trafic d'enfants, et j'en passe. Vous avez trop de mafia en France, il faut en importer davantage, nous explique Emmanuel Macron. Mais c'est quel type de dingue les Young Leaders? Car nous savons quel est leur projet secret, c'est de faire baisser éternellement les salaires. 800 000 emplois pour voir, la France aura besoin de main-d'œuvre étrangère selon la Fédération des particuliers employeurs. Ça suffit la pression pour faire venir des immigrés pour le travail. Augmenter les salaires et embaucher les Français, nous dit Philippe Murer, très en colère. Mais comme nous avons une délinquance quasi incontrôlable, comme les Français sont en colère, eh bien le mieux, c'est de contrôler les Français et non pas les délinquants. C'est pour cette raison qu'ils viennent de faire passer un projet sur l'espace numérique, le SREN. Et comme nous l'explique Dupont-Aignan, c'est un projet profondément liberticide qui prépare la surveillance généralisée. C'est une véritable folie. Et oui, ces Young Leaders veulent nous faire entrer dans ce monde dystopique de surveillance généralisée, de contrôle social à la chinoise, pour empêcher que des journalistes de la réinformation, par exemple, vous montrent ce genre de choses. Bah alors, il n'y a pas beaucoup d'antivax en 2023. Depuis le 2 octobre 2023, 2% seulement ont reçu le nouveau rappel anti-Covid chez les plus de 70 ans. Oui, un véritable flop. Quand on est informé, en effet, on ne se laisse pas avoir par la propagande gouvernementale. Il n'en reste pas moins que le monde qu'ils ont construit est très inquiétant, comme nous le rapporte Philippe de Villiers. Aujourd'hui, la terre de France porte de manière inconciliable deux peuples n'ayant pas la même manière d'habiter le monde. Tous ces hommes politiques de droite et de gauche ont laissé s'installer chez nous ce choc des civilisations. Le côte à côte va devenir un face-à-face. On se rappelle en effet que c'était le mot d'un ministre socialiste. Ce qui se passe entre le Hamas et Israël est un miroir prémonitoire de ce qui nous attend. Si vous voulez entendre la démonstration de Philippe de Villiers, n'hésitez pas à aller voir dans ma description, vous y trouverez l'extrait. Le seul moyen pour lutter contre la dérive des Young Leaders, c'est de retrouver le destin de son pays. Comme le rappelle Nicolas Vidal, plus 7,8% au Royaume-Uni, les salaires grimpent désormais plus vite que les prix. Saleté de Brexit avec son insolente croissance économique. Et puis il y a quelque chose de commun à tous ces Young Leaders, c'est leur façon de communiquer en nous prenant véritablement pour des andouilles. J'aime beaucoup cette dernière image. Génération influenceurs et télé-réalité, tout dans le paraître de ces Young Leaders, mais l'être est totalement vide. Pif, paf, pouf. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.